Donc là, oui, j'ai axé mon axe sur l'écologie dans le jeu vidéo avec Echo, parce que c'est un jeu justement qui reprend vraiment cette thématique. Alors, déjà, j'arrive à cliquer. Donc là, ce que j'ai écrit, le jeu vidéo n'est pas seulement un divertissement, c'est un espace où l'on peut observer, tester, comprendre les conséquences de nos choix sur un monde vivant. Alors pourquoi j'ai écrit ça? Parce que aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est plus simplement un jouet. Ça peut être considéré comme une œuvre d'art. Alors certains ne seront pas d'accord. Moi, je le vois comme ça, comme on peut le voir sur le cinéma. Donc, pour commencer, on va regarder les liens entre écologie et jeux vidéo, ce qui a déjà été fait. Ensuite, je vais vous montrer un peu le jeu que je vous présente, donc Echo en général. Hein, qu'est-ce que c'est que ce jeu, d'où il sort. Ensuite, les mécaniques du jeu pour justement parvenir à mettre l'écologie au cœur du système. Et enfin, alors c'est pas réellement un débat, c'est une petite discussion entre nous sur le jeu vidéo comme le levier de sensibilisation. Alors, le premier jeu que j'ai abordé pour l'écologie, c'est Civilization 2. Alors désolé pour les plus jeunes, hein, c'est très très vieux. Alors pourquoi je présente ce jeu en premier? Parce que moi, c'est le premier qui m'a fait prendre conscience de l'écologie et du réchauffement climatique. Donc à la base, c'est un jeu de gestion de civilisation, comme son nom l'indique, où vous créez votre société avec son armée, sa science, etc. Et justement, dans Civilization 2, au bout d'un moment, vous évoluez beaucoup technologiquement, vous créez de la pollution, qui peut avoir une incidence sur les cases, qu'on ne voit pas sur l'image, mais normalement, c'est des cases. Donc, vous ne pouvez plus cultiver. Et s'il y a trop de pollution de la part de toute l'utilisation, hop, réchauffement climatique, des zones deviennent désertiques, il y a la montée des océans. Donc, pour moi, c'est un des premiers jeux vraiment qui met en avant le réchauffement climatique. Alors, on va dire deuxième liste, je vous ai mis Factorio, Anno 2070 et les City Builders. Alors, ce qu'ils ont en commun, ces jeux, c'est le fait qu'on a l'objectif. Donc, Factorio, c'est principalement faire une usine. Anno 2070 ou les autres, c'est construire une ville, etc. Et en fait, on a vraiment cette notion en fait de pollution de l'air et de l'eau. En réalité, cette pollution, elle représente plus un mal-être. C'est-à-dire qu'en gros, si les usines ou les centrales à charbon sont à côté d'habitations, eh ben, ça crée du malheur, ça crée l'inconfort, etc. Ça baisse la valeur foncière des bâtiments. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, mais c'est plus pour ajouter une dimension de gameplay pour dire attention, si vous faites mal les choses, vous avez un malus. Ça se veut réaliste, mais voilà, l'idée, c'est un petit peu dire il y a de la pollution, mais on est vraiment sur un élément de gameplay. On n'est pas vraiment sur une sensibilisation au niveau de l'écologie. Et troisième jeu que j'aborde, alors malheureusement je n'y ai pas joué. Il y a le joueur du grenier qui avait fait quelques présentations. En fait, l'idée c'est de vraiment, justement là pour le coup, là on rentre vraiment dans les jeux modernes où il y a déjà cette dimension écologique. Donc là, on n'est plus seulement dans le gameplay, on est vraiment sur un jeu qui a cette conscience, qui est basé là-dessus. Il y a un problème écologique, on fait un jeu qui permet de gérer ça. Donc là, l'idée, c'est un jeu puzzle. Donc en gros, on doit équilibrer l'écosystème. Donc je vous le présente assez succinctement parce que je n'y ai pas joué malheureusement, mais c'est une référence dans le genre de l'écologie où vous devez vraiment faire un équilibre entre l'eau, les arbres, la biodiversité et recréer tout un écosystème. Bon, il y a bien d'autres jeux qui parlent d'écologie, mais on va parler du principal. Donc Echo, c'est un jeu que je connais très très bien vu que j'ai 2500 heures de jeu dessus. Donc à la base, Echo, c'est un projet d'une petite entreprise Strange Loops Games qui a fait alors je sais plus si c'était un Patreon ou en tout cas un crowdfunding et qui s'est fait financer par le Education Department des USA pour justement montrer les impacts de l'écologie sur le monde et créer vraiment tout un MMO, tout un écosystème en fait autour de l'écologie. Le but du jeu, en réalité, c'est de détruire une comète. Alors, à quoi sert cette comète? C'est justement
de faire en sorte que les joueurs avancent. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que le jeu, on évolue technologiquement. Il faut que les joueurs y jouent. Parce qu'on pourrait très bien dire, bon, bah, je prends mon temps, c'est pas grave, l'écologie, justement, c'est pas un problème parce qu'on peut aller doucement. Ça peut être un choix. C'est pour ça que là-dedans, vous avez des serveurs. Et en fait, les admin serveurs, eux, peuvent créer leurs propres règles du jeu. L'idée, c'est que certains vont vraiment axer le jeu sur un côté plutôt Minecraft, où on crée vraiment une civilisation avec des beaux bâtiments, etc., des sociétés avec des gouvernements, etc., déjà installés, des trucs préétablis, ou plutôt une version vanilla qui est vraiment la destruction de la comète et faire attention qu'on ne détruise pas la planète en même temps. Donc c'est un jeu que j'ai mis idle, parce qu'en fait, en réalité, ce jeu-là, vous lancez une partie sur le serveur, et quand vous revenez, bah, les autres joueurs, ils ont joué, et donc on se retrouve à peut-être pendant 8 heures à rien faire, mais les autres joueurs ont créé des ponts, ont créé une usine, on vous vendu des choses. Donc on est vraiment sur un aspect MMO. Le jeu en tout cas sur le serveur sur lequel vous êtes, le jeu ne s'arrête jamais. Je reviens sur un passage précédent, parce que j'ai vu que quelqu'un avait cité Planet Crafter. Pour tout vous dire, j'hésitais à le mettre, mais je ne savais pas si c'était pertinent ou non, parce que là, on part vraiment d'une planète déserte, on part un peu dans l'autre sens, où on est sur une planète détruite et on se retrouve à recréer un écosystème qui est propre. La petite parenthèse. Donc, Echo, il y a vraiment 3 axes dans ce jeu. Donc, c'est la politique, l'économie et l'environnement. Donc, je vais vous les présenter. Donc, dans Echo, on a un système politique extrêmement avancé. Pour ceux qui sont développeurs, on peut vraiment déclencher les actions et créer des patterns. S'il se passe ça, alors le joueur n'a pas le droit de faire ça. Pour donner un exemple, imaginez vous avez une ville, vous pouvez décider que sur une zone donnée, vous n'avez pas le droit de planter des arbres. Et vous pouvez tout à fait le faire. En gros, vous faites une loi. Si le joueur n'a pas telle compétence, il n'a pas le droit de planter des arbres. S'il n'a pas telle compétence, il ne peut pas construire une maison. Il ne peut pas, comment dire, euh, il ne peut pas gérer son district, il ne peut pas revendiquer une propriété et faire ce qu'il veut. Donc ça, c'est vraiment un truc communautaire que je vais vous présenter après, au niveau des villes, des pays et au niveau d'un gouvernement fédéral. Donc oui, c'est un jeu qui est basé sur le modèle américain. Donc on a vraiment ce côté État fédéral. Donc on a une constitution, forcément. Donc c'est une constitution. Ce n'est pas forcément une démocratie. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'on peut très bien avoir quelqu'un qui a les pleins pouvoirs. Donc un président, et il dit moi je fais toutes les lois, j'applique tout. Et les joueurs, bah ils peuvent subir. Ou à l'inverse, on peut avoir des systèmes d'élection très poussés où les joueurs disent bah moi j'aimerais bien avoir ça, on peut voter pour ça. Donc pour ceux qui ont fait un petit peu de sciences politiques ou de droit, on a vraiment cette notion de pouvoir législatif, exécutif, judiciaire un peu moins, parce qu'en réalité c'est des actions commandées par ordinateur. Les lois en fait elles s'appliquent automatiquement, il n'y a pas besoin de juger malheureusement. Ça viendra peut-être dans les versions ultérieures. Et vous avez vraiment beaucoup de choses qui sont liées, les lois, les districts. Vous pouvez faire aussi des lois économiques. Donc vraiment, c'est un système qui est très complet. Ça aurait été bien que je vous le présente directement dans le jeu en vous faisant des animations, etc. Parce que c'est un système très complet. Mais sinon, on aurait pris toute l'après-midi. Donc là, n'hésitez pas à poser des questions sur cette partie, parce qu'elle est, en réalité, elle est assez complexe à prendre en main, mais elle est extrêmement puissante. Ensuite, donc le jeu a une dimension économique. Alors moi, c'est la partie préférée du jeu. C'est qu'en réalité, vous avez l'économie en tant que telle. Vous rentrez dans le jeu, il n'y a pas de monnaie en tant que telle. En fait, chaque joueur a sa propre monnaie personnelle. Donc on peut voir ça comme une dette. Et en fait, on se retrouve avec des crédits d'un joueur si on achète dans sa boutique. Et à l'inverse, si on veut acheter chez lui, il faut utiliser ses crédits.
Donc au départ, on est vraiment sur un système de troc, où chacun peut gérer sa propre boutique, gérer ses propres prix avec sa monnaie personnelle. Mais voilà, c'est un concept un peu abstrait où chacun a sa propre monnaie. Ensuite, comme expliqué avant, grâce à la politique, on peut créer une monnaie ou plusieurs. En réalité, un joueur peut créer sa monnaie, une ville peut créer sa monnaie, un État peut créer sa monnaie, et voilà. Il y a vraiment des niveaux hiérarchiques et là-dessus, on n'a pas de limite. Pour ceux qui ont fait un peu d'économie, c'est une monnaie étalon. Donc étalon objet. Donc nous, on a eu la monnaie étalon avec l'or en réalité. Sur Echo, c'est une monnaie étalon sur l'objet que vous désirez. Donc pour ceux qui ont fait un peu d'économie, on n'a pas de monnaie scripturale. Ça viendra peut-être aussi avec le temps. Ensuite, pareil, niveau politique, je vous ai dit juste avant, les impôts, les taxes et les lois économiques. Donc là, on peut vraiment favoriser des choses. Si quelqu'un pollue, on peut le taxer. On va dire, ah, si tu crées un temps de pollution, eh ben, tu dois payer telle taxe. Si tu vends à quelqu'un qui n'est pas de la ville, tu es taxé à 10%. Donc là, on se retrouve, comme dans la réalité, à avoir des taxes de douane, finalement. Il faut bien comprendre ce côté communauté où une ville peut vraiment se mettre en mode indépendante, vouloir faire la guerre commerciale, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Ensuite, dans Echo, donc ça, c'est ce qui intéresse principalement les joueurs, c'est les différents métiers. Dans Echo, contrairement à beaucoup de jeux, vous n'êtes pas autosuffisant. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes par exemple bûcheron. À un moment, vous aurez besoin d'un maçon pour construire votre maison. Vous ne pouvez pas jouer tout seul à Echo. Ce n'est pas possible. Il y a d'ailleurs des parties malheureusement qui doivent se terminer par manque de joueurs des fois en disant bah on est bloqué, on n'a plus le métier en question, on ne peut plus jouer. Donc ça c'est un des défauts du jeu sur lequel les développeurs travaillent. Ensuite, un autre aspect qui est pas beaucoup utilisé mais qui est très puissant, c'est des prêts d'investissement. Donc oui, sur Echo, il y a encore un gros travail pour les développeurs sur la partie économique. On peut littéralement faire des prêts d'investissement. Malheureusement, les joueurs ne l'utilisent pas. Donc pour l'instant, ça reste une mécanique malheureusement mal comprise des joueurs. Et enfin, donc là par contre, à l'inverse, dans Echo, donc vous avez la construction, donc comme je disais, de maisons, mais aussi de routes et de véhicules. Parce que donc, comme dans la réalité, le transport, bah, c'est à la fois un facteur très important pour l'économie et un facteur très important aussi pour l'écologie. Donc là-dessus, les joueurs construisent énormément de routes, essayent de beaucoup échanger, donc les véhicules sont plus ou moins polluants, il y a plus ou moins de tonnage, donc l'idée c'est d'avoir un équilibre entre le nombre de véhicules et le nombre de marchandises qu'on échange. Donc ça, c'est une partie vraiment très très importante sur Echo. Ensuite, donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment justement l'environnement. Donc en fait, la grande force d'Echo, on peut dire que c'est très très ambitieux, c'est que vous avez vraiment un écosystème. Quand vous connectez, vous savez exactement le nombre de plantes qu'il y a, le nombre d'arbres, d'espèces d'arbres, d'animaux, et tout ça, ça évolue. Suivant vos actions, vous allez avoir peut-être, si vous faites trop de chasse, vous allez avoir moins de bisons alors qu'il y en a besoin pour se nourrir. Si vous polluez un endroit, il y a certains types de plantes qui n'existent plus, que vous ne pourrez plus cuisiner. Par exemple, vous pouvez polluer un champ de coton, au bout d'un moment, si vous n'avez plus assez de coton, vous ne pouvez plus faire de vêtements, vous ne pouvez plus utiliser, plus crafter certains outils. Donc vraiment très très important dans le jeu, chaque élément est quantifié. Même le poisson, c'est-à-dire vous vous connectez, vous voyez le nombre de poissons qu'il y a sur la planète. Donc j'y revenais. Donc vous avez ça pour l'agriculture. Alors tout cela implique une durée de vie à chaque objet du coup. C'est une bonne question, Corotin. En réalité, tant que ça c'est, vous avez des plantes qui poussent, des arbres et tout, on voit justement à un moment on a un outil qui permet de savoir à quel niveau de pousse on est. Donc quand tu replantes un arbre, il va finir par pousser. Par contre, il n'y a pas de notion d'arbre qui pourrit si tu ne le coupes pas à un certain moment. C'est-à-dire qu'une fois que le truc est poussé à son maximum, il ne va pas bouger. Peut-être que c'est une mécanique qui va intervenir après, mais pour l'instant, ça ne bouge pas. Idem pour les animaux. Là, ils viennent d'introduire, c'est tout nouveau, ils viennent d'introduire des prédateurs.
C'est-à-dire qu'en gros, avant, c'est uniquement le joueur qui régulait les espèces. Aujourd'hui, on a vraiment une régulation avec les prédateurs. Mais comme j'explique aussi, les prédateurs, ils attaquent aussi le joueur. Donc, comme ce qui a pu se passer dans la vraie vie, les prédateurs ils font de la prédation sur l'élevage et ils peuvent attaquer les personnes. Donc, généralement, quand les prédateurs s'approchent un peu trop, on a tendance à s'en débarrasser. Sauf qu'en faisant ça, ça peut avoir il peut y avoir beaucoup trop d'espèces sur la planète et les animaux produisent du CO2. Donc, si vous avez trop d'animaux sur la planète, vous avez beaucoup trop de CO2. Une mécanique qui n'a pas encore été implémentée, j'espère qu'elle sera, c'est que si vous avez des champs, s'il y a trop d'animaux, au bout d'un moment, ils viennent manger dans vos champs. Je ne sais pas si ça, c'est prévu par les développeurs ou non. Ensuite, donc, un élément très important dans le jeu, c'est l'industrie. Donc oui, là dans le jeu, c'est un jeu littéralement de crafting. C'est pour ça que je vous ai mis la petite image à côté. Ça, c'est 5% des objets, hein, et encore peut-être plus que ça. Il y a énormément d'objets dans le jeu, donc forcément ceux qui ont pu jouer à Factorio, vous avez des niveaux d'objets. Au début, il suffit juste de crafter avec un seul élément que vous prélevez, genre avec un caillou, vous faites une pierre, par exemple, avec du bois, vous faites un rondin. Et au fur et à mesure, quand vous allez devoir construire, par exemple, un four pour la cuisine avancé, il vous faut des objets électroniques, il vous faut de l'acier. Enfin voilà, plus vous avancez dans le jeu, plus les objets sont complexes. Sauf que plus les objets sont complexes à produire, plus ils produisent de CO2. Ça rejette aussi de l'eau polluée, parce qu'on doit prélever de l'eau pour l'industrie, mais elle rejette de l'eau polluante. Donc c'est vraiment le cœur du jeu, c'est ce côté crafting. Beaucoup de gens voient Echo comme un Minecraft où on fait du commerce. Faut le savoir. Ensuite, j'en ai déjà parlé, donc le transport. Donc le transport dans le jeu, il est hyper important parce que c'est vraiment, des fois, vous passez vraiment une plombe à aller d'un endroit à un autre. Mais il est hyper important parce que comme dans la vraie vie, si vous arrivez à échanger des biens, c'est parce qu'il y a bien des gens qui veulent transporter vos biens ailleurs. Donc c'est une part très importante dans Echo et pareil, c'est du rejet de CO2. Donc le sujet qui nous intéresse aussi dans Echo, parce que forcément, comme je vous ai dit, c'est le cœur principal du jeu, c'est différents types de pollution. Donc comme je l'ai dit juste avant, la pollution de l'eau, donc ça, principalement fait par l'industrie. Donc l'industrie prélève de l'eau dans un fleuve, une rivière, toujours de l'eau douce, hein. Il y a une notion d'eau douce et d'eau salée dans Echo. Donc de l'eau douce pour ensuite rejeter de l'eau polluée. Donc l'eau polluée, elle a une incidence, c'est que ce qui est au bord de cette rivière ne pousse plus si elle est trop polluée, et si vous avez des poissons dans cette rivière, vous n'aurez plus de poissons. Voilà, c'est une possibilité qui arrive très souvent. Ensuite, vous avez la pollution de l'air. Alors là, c'est assez bien fait, parce qu'en cliquant sur un élément, vous pouvez vraiment avoir les statistiques où en est la pollution de l'air. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait qu'il y a le réchauffement climatique dans le jeu. Donc ça, vous pouvez le savoir, parce qu'il y a une sorte d'équilibre entre justement, comme je disais avant, le nombre de plantes qui, eux, absorbent le CO2, le nombre d'animaux qui produisent du CO2 et le CO2 qu'on produit avec les transports et les machines. Et en fait, ça, c'est calculé tous les jours. Donc si vous êtes en dessous, pas de souci, vous restez à bonne température, mais tous les jours, il y a un calcul, et si au bout d'un moment, vous êtes en surplus de CO2, vous allez commencer à voir la planète se réchauffer. Donc forcément, ça a une incidence aussi sur les plantes, parce qu'elles ont besoin d'une certaine température pour pousser. Donc si jamais c'est trop chaud, certaines plantes elles vont pousser plus difficilement. Et forcément, si vraiment la température est trop élevée, on obtient la montée des océans. Et là où ça devient compliqué, c'est toutes les choses que vous avez construites au bord de la mer se retrouvent inondées, donc plus exploitables. Le pire qui puisse arriver, et ça c'est du vécu, une rivière se retrouve avec de l'eau salée, donc eau inutilisable. Donc il n'y a pas de notion d'eau potable ou pour les joueurs, mais en tout cas l'industriel ne veut pas utiliser d'eau salée pour ses machines. Donc vous avez une industrie qui a plus d'eau, votre industrie elle est au point mort. Et dernier point de pollution, c'est la pollution des sols. Alors ça c'est pareil, hein, si vous le mettez au bord des rivières, ça va polluer aussi la rivière, mais ça va empêcher principalement les plantes de pousser.
c'est la pollution des sols, elle peut se faire principalement si on rejette des déchets. Donc les déchets, c'est comme dans la vraie vie. Si vous laissez un objet par terre, au bout d'un moment, ça devient un déchet. Il y a aussi la pollution de l'industrie, donc c'est des éléments polluants qu'il faut enterrer au maximum. Car si vous enterrez les éléments polluants, la pollution sera moins forte. Donc ça, c'est aussi une des mécaniques du jeu. Mais le déchet ne disparaît jamais. C'est-à-dire que dans Echo, à partir du moment où vous avez produit un déchet minier ou un déchet à partir d'un objet que vous avez jeté, c'est un déchet qui ne disparaît pas. C'est une notion importante. Donc, bah, je l'ai mis dans les conséquences, conséquences bien sûr, bah, les morts des espèces animales et végétales, le réchauffement climatique, voilà, et les rivières deviennent salées. Donc ça, c'est le pire qui puisse vous arriver dans le jeu. Ensuite, on va arriver plus sur des éléments de gameplay, donc les mécaniques du jeu. Donc dans Echo, vous avez des compétences et des métiers. Donc là, vous avez mis les classifications de métiers, parce qu'en réalité, vous avez, à l'intérieur de ça, vous avez beaucoup de métiers. Là, par exemple, vous avez mis le travail du bois. Dedans, vous avez le bûcheron, vous avez le menuisier, vous avez le bois composite, vous avez la création de papier. Pareil pour là, vous voyez le truc, vous voyez le chasseur, l'icône du chasseur, vous avez aussi chasse et pêche, vous avez boucher, etc. Donc énormément de métiers dans Echo. Je crois en tout, il y en a 16 de mémoire. Donc chacun a son utilité. Le jeu n'est pas encore très très bien équilibré, donc en jouant, vous saurez lesquels prendre en priorité. Hein. C'est un des problèmes actuels. Comment ça fonctionne au niveau de l'XP? Eh ben, en réalité, vous avez plusieurs choses. Donc, vous avez mis la petite copie. Donc, en 1, c'est votre XP global. Donc, c'est une XP qui augmente au fur et à mesure comme c'est un jeu qui se base sur la durée, sur le temps. Vous avez un multiplicateur. Donc, tous les ticks, je crois que c'est toutes les minutes, vous avez une augmentation d'XP. Donc, cette XP, elle augmente en fait avec le temps par rapport à un multiplicateur. Le multiplicateur, il a deux choses. Il a votre nourriture, parce qu'il faut manger équilibré dans Echo. J'en parlerai après. Et il y a aussi la qualité de votre maison. Plus votre maison est sympa, avec des bons objets que vous avez fabriqués aussi avec l'industrie, et plus vous avez un multiplicateur d'XP. Donc c'est un jeu aussi qui est extrêmement chronophage, hein, il faut le savoir. Il y a des gens qui jouent plus de 10 heures par jour, il faut le savoir. Donc comme je dis avant, donc la nourriture c'est essentiel, donc c'est pour ça que l'agriculture, faut faire attention à pouvoir faire pousser différents éléments. Je ne sais plus combien il y a de fruits et légumes, mais il y a au moins 25 variétés. Et donc avec ça, vous avez un nombre vraiment très élevé de recettes. On doit être autour de 50 quand même en termes de craft, ont plusieurs niveaux. Donc comme j'expliquais avant, il faut manger équilibré. Donc ça, chaque nourriture différente va donner un taux de protéines, glucides, lipides, vitamines différents. Donc ça, c'est à vous d'alterner les différents types de nourriture pour avoir cet équilibre. Donc je vous parlais aussi de qualité. Donc idéalement, manger une nourriture de qualité pour justement gagner plus ou moins d'XP. Et aussi, votre personnage a des goûts. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des choses qu'il va manger qui va dire j'aime pas ça, d'autres qui va dire c'est absolument infâme, et d'autres qui va dire j'adore ça. Donc ça aussi, pareil, privilégiez les aliments que vous aimez bien. Et ensuite, donc la nourriture aussi a un cas particulier par rapport aux autres objets, c'est qu'elle elle périme. Donc vous ne pouvez pas garder votre nourriture indéfiniment dans votre inventaire. Au bout d'un moment, ça devient un déchet alimentaire que vous pouvez mettre par terre pour transformer en compost. Ensuite, donc là, la partie la plus importante du jeu pour les joueurs, puisque finalement, comme je disais juste avant, pour beaucoup de joueurs sur Echo, ça reste un Minecraft. C'est littéralement, je récolte des blocs et je construis une belle maison. Il y a des serveurs qui sont littéralement faits pour ça, qui n'ont pas du tout cette dimension écologique, il faut le savoir. Donc le jeu, on est sur une planète, c'est vrai que je vous ai pas mis de photo là-dessus, ça aurait été intéressant, où vous avez différents biomes, ça je pense que pour beaucoup vous connaissez, hein, un biome marais, un biome jungle, donc chaque biome a ses propres fruits et légumes, a ses propres types de blocs, a ses types d'arbres, etc. Euh, c'est pour ça, ça favorise le système d'échange et, comme je disais juste avant, de transport, puisque celui qui cultive dans la jungle, il va vendre ses légumes à la personne qui vit en prairie parce qu'il a besoin de légumes de la jungle pour pouvoir faire certaines recettes.
Et ensuite, donc je vous parlais aussi des outils. Là, je vous ai mis le petit bulldozer dans Echo. On est en fin de partie. Là, vous récoltez vraiment du bloc très très vite. Mais à la base, vous avez votre petite pioche là où il faut taper 3 fois sur un bloc pour récolter un minerai. Donc c'est fastidieux. Donc l'idée c'est ça, c'est de faire travailler son industrie pour avoir des outils de plus en plus performants. Mais qui dit outils plus performants, comme vous en doutez bien, dit production de pollution. Puisque pour justement, le bulldozer produit énormément de pollution. Il a besoin de produits pétroliers, donc là de gasoline. Donc forcément, tout ce qui est pétrole pollue énormément. Voilà, donc c'est des choix. Il faut un équilibre entre productivité et écologie. Ensuite, comme je vous disais juste avant, au niveau de l'habitat, donc ça permet aussi d'avoir votre XP pour justement avancer plus vite. Donc l'idée, c'est que un joueur peut obtenir une propriété privée. C'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez dessus. Vous avez le droit d'autoriser des joueurs à venir dessus, à pouvoir la modifier si vous voulez, mais c'est vraiment votre propriété. Si vous n'avez pas envie que quelqu'un fasse quelque chose dessus, c'est fermé. Les joueurs ne peuvent pas vous prendre vos ressources, ne peuvent pas cultiver chez vous, ne peuvent pas construire une maison ou démolir votre maison. C'est chez vous. Donc vous revendiquez sur le terrain. Là, vous voyez les couleurs, en réalité, il n'y a pas de propriété privée, mais vous avez vraiment ce côté, ce carré sur la map est à moi et personne ne peut y toucher. Sauf si je suis dans la zone d'influence d'une ville qui, elle, va pouvoir créer des lois et autoriser certaines choses. Donc ça, comme je disais, c'est le niveau de strat, un peu comme aux États-Unis, où vous avez d'abord votre propriété, la ville, l'État et la fédération. Donc en fait, chaque strat peut imposer des choses à l'autre. C'est vraiment là pour le coup, on est vraiment sur le modèle américain. Donc la ville, évidemment, grâce à ce modèle de protection, peut créer des zones. Par exemple, si vous avez un fermier attitré qui a une propriété qui n'est pas assez grande pour faire pousser des légumes, vous pouvez très bien dire, ok, moi je réserve une partie de la carte sous mon influence et je dis toutes ces zones-là, il n'y a que ce joueur ou ce type de joueur, parce que vous pouvez créer des titres, qui a le droit de cultiver. Donc, ce que je vous expliquais au tout début de la présentation, tout est lié. L'économie, la politique et l'écologie, on peut tout faire. Là, je vous ai mis 3 zones en exemple. Vous voyez, la jaguar protection, et ben là, s'il y a un chasseur qui rentre dans cette zone et qui veut chasser un jaguar, il recevra un petit message, non, vous n'avez pas le droit de chasser sur cette zone. Donc, vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec les propriétés. Je ne vais pas tout vous décrire, parce que à moins que vous ayez tout l'après-midi, mais il y a énormément de possibilités. Ensuite, donc quelque chose qui a été intégré récemment et qui est encore en cours, on va dire, d'amélioration, parce que ça marche pas très très bien, c'est la culture. Vous pouvez donner de la réputation à un joueur ou à ses créations. Alors, vous pouvez noter un joueur, vous pouvez noter sa maison, enfin sa propriété pour le coup, et ses créations artistiques. Donc, vous pouvez créer des tableaux, des photos, et il y a un autre truc, je ne sais plus. Et ça améliore votre culture. Et la culture, ça sert surtout pour les villes, les pays et les fédérations, car en fait, ça améliore la taille d'influence. C'est-à-dire qu'une ville ne peut pas faire de la loi partout. Elle a une zone d'influence et ces lois ne s'appliquent que sur sa zone d'influence. Évidemment, si des villes commencent à se rapprocher, à un moment, les cercles d'influence vont se rapprocher. Et finalement, c'est la ville qui aura le plus de culture qui va avoir l'incidence sur l'autre, voire même pouvoir l'absorber. C'est-à-dire qu'on peut avoir des villes filles. Donc là, la guerre culturelle peut vraiment voir ça comme une guerre économique politique. Il n'y a pas de guerre armée dans Echo, mais vous pouvez vraiment avoir des mécaniques pour prendre le contrôle d'une autre communauté. C'est tout à fait possible. À la base, c'est même encouragé par les développeurs. Ils sont un peu revenus en arrière parce que ça a créé beaucoup de drama sur le jeu.